Ma quanto tempo durano sempre. Le thème de ce soir, c'est comment vaincre Daesh par les idées, quelque chose comme ça. C'est un thème plutôt tragique sur le fond, mais on va en parler de manière extrêmement légère en réalité. Parce que nous avons perdu le sens du tragique et des autres choses qu'on n'est plus capable de surmonter les épreuves, et que les Kurdes, qui eux n'ont pas perdu ce sens du tragique, sont capables de surmonter leurs épreuves, et Dieu sait si elles sont importantes aujourd'hui, et de gagner. Et de comprendre d'ailleurs qu'il n'y a pas que le combat militaire qu'il faut gagner, mais également le combat intellectuel. On y reviendra tout à l'heure. Je ne veux pas attendre plus longtemps pour répondre à la question de Jean-Jacques sur la boudeuse. Dans une autre de mes vies, la boudeuse est à Paris. Elle va rester jusqu'à Paris-Plage le 20 août. Elle s'est sortie de sa dernière aventure de manière fort honorable. Et sa dernière aventure, c'était Amazonie sur Seine. Voilà, vous n'étiez pas à Paris probablement pendant les crues, voilà, de plus de 6,50 m. Donc, avec des flots furieux comme en Amazonie, qui ont fait que le bateau a failli passer sur les quais, qui était submergé. Ça a été 10 jours assez mémorables pour moi. Aventure inattendue à Paris, tout était calme, il a fallu battre le rappel de l'équipage et être vigilant et beaucoup travailler pendant cette dizaine de jours. Et en plus, il y avait un aspect symbolique qui, d'une certaine manière, rejoint bien ce dont on va parler tout à l'heure sur les Kurdes, parce que la Seine, qui arrachait dans les maisons tout ce qu'il y avait, le long de son cours, charriait tout ce que la société de consommation produit. La boudeuse s'est tapée dans ses cordages, les trappes, des frigidaires, des gazinières, des tables, tout ce qu'on veut. Et c'était assez impressionnant, parce qu'on avait symboliquement, à la montée de l'insignifiance, qui est quand même caractéristique de notre société depuis une trentaine d'années, un symbole matériel de ces préoccupations centrales qui sont de consommer. Alors je dis tout ça, on a eu, j'ai fait la liaison, et simplement parce que tout se tient dans la matière. Les Kurdes, avant de parler de Daesh, on a parlé des Kurdes, je parle essentiellement des Kurdes de Syrie. Ceux qui se battent vraiment, qui ont un vrai projet de civilisation et de société, ont démontré cette fameuse bataille de Kobané dont tout le monde a entendu parler. C'est là qu'à un moment donné, les gens sont dit tiens, qui c'est ces types, ces Kurdes, ont démontré que quand on n'avait pas le culte de la consommation comme eux, qu'on était de vrais Spartiates avec de vrais projets à construire dans une société au Moyen-Orient où la place de la femme est faible, où l'égalité est faible, où la démocratie est inexistante, ils ne pouvaient le faire qu'en étant très spartiates. Et que seuls les Spartiates, au fond, pouvaient vaincre les barbares. Voilà, c'était la grande leçon qu'ils ont donnée, dans une bataille épouvantable, qui a duré 135 jours de siège. Les Kurdes ont perdu 75% de tués et de blessés. C'était impressionnant. Je peux vous dire que Kobané, c'était vraiment Stalingrad, détruit de fond en comble, des combats très durs, et où, il faut le rappeler, je le dis en introduction, 30% des combattants sont des combattantes. Voilà. Alors, en introduction, pour bien comprendre tout ce dont on va parler après, oui, on a l'impression, depuis 2012, où je me suis laissé embarquer à nouveau, parce que les Kurdes, je suis avec eux, et je suis un farouche partisan des Kurdes depuis 1991, et la première guerre du Golfe. Je me suis laissé embarquer à faire ce que je pouvais pour les aider, quand personne ne faisait rien, et on n'entendait pas leur voix. Dans ces très nombreux allers-retours depuis donc plus de 3 ans, ce qui m'a frappé et m'a démontré en quelque sorte où étaient nos problèmes à nous, et ce qui pouvait faire que les Kurdes étaient un exemple, c'était le sentiment, quand j'étais avec eux, et avec elles, d'avoir des gens qui n'avaient vraiment pas peur de mourir. Des gens qui avaient des choses à défendre, qui y croyaient profondément, qui étaient prêts à souffrir, à mourir pour ça. Et quand je rentrais, j'arrivais à Paris, à l'aéroport, c'était toujours la nuit, le taxi, les lumières, la publicité partout, et j'arrivais dans un peuple qui était devenu un peuple effrayé, où les gens avaient peur de vivre. Peur de ce qu'ils mangent, peur de ce qu'ils boivent, peur de ce qu'ils respirent, peur de tout.
Et c'était très frappant. Et quand je retournais de l'autre côté, je retrouvais des gens qui n'avaient pas peur de mourir. Je rentrais chez moi, j'ai trouvé des gens qui avaient peur de vivre. C'est très frappant quand on voit le différentiel. Depuis qu'il a été inscrit, je crois, dans la Constitution que le principe de précaution était élémentaire, la simple idée même du risque a disparu de nos sociétés alors qu'elle a été au fondement même de nos découvertes, de nos capacités d'exploration. Autrefois, on admirait les gens qui prenaient des risques. Aujourd'hui, on s'en méfie profondément. J'en sais quelque chose avec la Boudeuse. D'ailleurs, si elle est encore à Paris et pas repartie, c'est aussi pour ces raisons-là. Je pense qu'un jour, dans ce que je fais, les aventures lointaines, longues, des vraies, dures, on fera tout pour me les interdire. Pour l'instant, on fait tout juste pour les empêcher. Mais un jour, peut-être que quand je vais avec les assurances, ou des choses comme ça, obligatoires, je dirais, tiens, je pars au Cap Horn, comme il y a 10 ans, on va remonter, on va passer. Ils ne savaient pas qu'il y avait des aéroports. Voilà, on va faire avec. On va faire avec. Je pense qu'un jour, on dira, ou je serai accusé de mise en danger de la vie d'autrui. Parce que j'emmènerai l'équipage remonter l'Amazone. Et que c'est dangereux. Tout ça, c'est très important parce que le problème politique que nous avons aujourd'hui, et dont les Kurdes sont le contre-exemple absolu, toutes ces questions de risque, de capacité au risque, d'esprit d'aventure, qui ne sont plus d'actualité chez nous, ne sont plus de mode, c'est plus à la mode. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, notamment par des amis, sur la disparition du courage. Mais il est vrai que, comme disait Shakespeare, la prospérité et la paix produisent des nations de couards. C'est dans Shakespeare, déjà à l'époque. Alors on ne va pas dire qu'il faudrait la guerre, bien entendu, mais il est normal que dans des sociétés de confort, de consumérisme, à un moment ou à un autre, disparaissent des valeurs qui ne sont plus nécessaires au quotidien. Il y a encore 50 ans, si on n'était pas courageux, à une époque où tout le monde portait les deux aux côtés parce que la guerre était omniprésente, elle faisait partie de la vie des hommes. Elle était toujours là, il n'y avait pas une génération qui ne la connaissait pas, le courage était nécessaire. Alors, on y allait. Les Grecs, du temps de Socrate, et bien avant et bien après, donnaient comme exemple à leur jeunesse dans leurs écoles les héros de Homère. Achille, Ulysse, voilà, des exemples. Plus tard, à Rome, on donnait les grands auteurs stoïciens comme exemple, Sénèque, Marc Aurèle, et tant d'autres. Aujourd'hui, dans les écoles, on donne comme exemple les footballeurs, les chanteurs, etc. Tout ça, c'est un, comment dirais-je, un glissement civilisationnel très profond, qui vient d'assez loin, parce que nos hommes politiques, la plupart du temps, ont été incapables d'avoir la vision suffisante pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe pas mal. Et que connaître autant de temps de paix que nous en avons connu, car il ne faut jamais oublier que nous habitons la part protégée du monde, grâce à nos ancêtres, qui ont bâti ce que nous avons hérité, il est tout à fait important de transmettre. Et nos hommes politiques, finalement, nous ont laissé déconstruire tout. Et nous sommes dans cette époque de déconstruction. Et vous verrez que, je parle toujours du sujet là-dedans, les Kurdes, de Daesh, de tout ce qui se passe, du combat des idées, et vous verrez que la prochaine présidentielle, contrairement à tout ce qui s'est passé précédemment, elle ne va pas se jouer sur les problèmes économiques, elle ne va pas se jouer sur un quart de ceci, un point de cela, elle va se jouer sur les problèmes d'identité, sur qui sommes-nous vraiment, et surtout, que va-t-on devenir? À tout point de vue. Parce que ça se passe comme ça. Et les Kurdes, quand je suis avec eux, ça va vous faire plaisir, j'espère, et ils regardent notre situation, ils regardent ce qui se passe, ils ne comprennent pas souvent que nous n'éradiquions pas l'islamisme d'un seul coup, comme eux-mêmes sont obligés de le faire, ils ne comprennent pas nos atermoiements, et plusieurs fois ils m'ont dit, mais ce qui vous manque, c'est un Bonaparte. Voilà. Et ils n'ont pas peut-être si tort que ça. Parce que quand on est confronté comme eux à des guerres existentielles, c'est-à-dire, c'est pas une guerre comme la France et les Allemands en 14 ou en 40. Il y a un vainqueur et un vaincu. Le vaincu domine le vainqueur, lui fait payer cher d'avoir été vaincu. Mais ça s'arrête là. Eux, ils sont dans une guerre existentielle. Que ce soit les Turcs ou tous ceux qui les environnent, les Arabes notamment,
et les islamistes en particulier, ils veulent leur disparition. Pure et simple. S'ils pouvaient y arriver, vous savez, le sultan Erdogan, à mon avis, il rêverait, vous savez, les Turcs qui ont commis un génocide il y a exactement un siècle, les Arméniens, ils se payeraient bien les Kurdes aujourd'hui. Mais ils sont coriaces, ils sont plus nombreux que l'étaient les Arméniens. Bref, après cette parenthèse qui va me faire encore aimer les Turcs. Oui, mais c'est pas le moment d'avoir sa langue dans sa poche. Il faut appeler un chat, parce que l'heure est grave. Donc, mais heureusement, nous avons des alliés comme les Kurdes là-bas pour faire un peu le travail. Donc, dans ce combat civilisationnel, existentiel pour eux et pour nous, où il y a un ennemi intérieur, mais où nous-mêmes nous effondrons de l'intérieur, par nos croyances, par notre foi, par notre transcendance, par notre religion, etc., dans ce vide immense, avec une montée de l'insignifiance extraordinaire, l'euro me fascine pour ça, et le combat des idées, la dernière chance que nous avons pour retourner totalement la situation, comme les Kurdes. Et le combat des idées, nous avons toutes les armes pour ça. Une grande civilisation, de grands siècles, le siècle des Lumières, des écrivains à foison, des philosophes tant qu'on veut, de la littérature en plus. Nous avons absolument toutes les armes, nous les laissons poser sur la table tranquille, et nous regardons ailleurs. Ce que nous disent les Kurdes, parce qu'un jour, ils m'ont dit à un moment donné, ils m'ont dit, tu sais, la guerre, on finira par la gagner. Nos garçons et nos filles, plus jamais ils ne seront sous le joug des Arabes, plus jamais ils ne seront sous le joug des musulmans islamistes, plus jamais ils connaîtront la servitude. Et on est prêt à mourir pour ça. La patrie, c'est le plus important. La démocratie, juste derrière. Sans démocratie, il n'y a pas de patrie. L'égalité homme-femme est absolument nécessaire, et ainsi de suite. Mais ce combat-là, celui des idées, si on ne le mène pas tout de suite, et à long terme, les autres, en face, les islamistes, eux, ils vont le gagner. Parce que eux, ils mènent un combat idéologique, en plus du combat militaire. C'est comme ça qu'ils arrivent à recruter jusque dans nos banlieues, jusque dans nos maisons. Et donc, ce sont eux qui m'ont demandé, il y a quelques mois, de venir, cette fois avec un autre projet, en parallèle, de monter un centre culturel francophone à Rojava. Rojava, c'est le Kurdistan syrien. Pour que même chez eux, revienne la culture française, celle du siècle des Lumières, l'influence française qu'ils avaient connue au temps du mandat syrien. Ils n'ont pas oublié que c'est aussi une grande époque. Et donc ce projet, je leur ai dit, bon, on va le faire, évidemment. Dans un Moyen-Orient où nous sommes détestés, qui est un réacteur nucléaire en pleine fusion, dans une guerre qui nous concerne directement et qui va s'étendre partout et qui frappera de plus en plus fort à nos portes, évidemment que ce combat par les idées doit être mené, donc on revient. Voilà, ça c'est le projet. Je reviendrai en détail dessus tout à l'heure, peut-être sur certaines questions, mais c'est un projet avec un grand défi parce que, d'abord, les architectes qui ont conçu les plans ont fait un projet fabuleusement beau d'un point de vue architectural, parce qu'en plus ils m'ont dit, je leur ai dit, il y a deux solutions, hein. On fait des cubes, pas chers, et on fait un boulot culturel à l'intérieur, des conférences, des échanges, des Français qui viennent, des Kurdes qui viennent en France, tout ça, mais on peut aussi faire mieux. Et l'esthétique, même dans la guerre, il ne faut pas l'oublier, donc faisons quelque chose de beau. Et ils m'ont dit, évidemment, il faut faire quelque chose de beau. Donc les architectes français qui ont fait les plans, les architectes kurdes, ont fait un truc somptueux, magnifique, formidable, immense, génial, un grand projet. On va commencer la première tranche au mois de juillet. Et ça va être un défi parce que construire pendant les guerres, c'est prendre des risques. Et d'ailleurs, je vois tout de suite quand on a commencé les collectes de dons auprès des grandes sociétés, des donateurs privés, mais vous êtes complètement fou. Ça peut être détruit par la guerre. Enfin, je dis alors quoi, vous voulez faire un centre culturel quand on n'en a plus besoin, quand il y a la paix qui est là, ou quand tout a disparu, qu'il va être plus besoin de le faire parce que la guerre a été perdue. Non. Il y a des risques à prendre, mais j'ai tout de suite vu des tas de gens qui ont dit non, non, moi je ne prends pas ce risque. Comment? Tu risques même pas ta peau, un peu d'argent et tu vas faire chier sur des problèmes que ça peut être détruit. Et là on voit bien que le marasme ambiant chez nous, la foi dans de grandes choses a un peu disparu, puis c'est comme ça. Mais la première tranche de travaux va commencer. Donc, ils ont compris que sur le long terme, ils ont compris avant nous que sur le long terme, ce sont les idées qui gagnent. Le bras armé, c'est le moment pour imposer, pousser les idées, mais c'est pas ça qui gagne. On peut gagner une guerre et la perdre 20 ans après parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait à tous les autres points de vue. Regardez les Américains en Irak, ils ont gagné en 2003, ils ont gagné la guerre en quelques mois. 10 ans après, ils sont partis la queue entre les jambes en ayant absolument tout dévasté, et c'est un véritable chaos. Ils ne sont même pas occupés de mettre que l'électricité.
de tout ce qu'ils avaient détruit. Donc le combat des idées est essentiel pour vaincre Daesh. De surcroît, il va de pair, si on remet en valeur, là je parle au Kurdistan, mais c'est pareil chez nous, si on remet en valeur ce qui a fait la force de notre civilisation, ses idées, sa philosophie, le Daesh ne tiendra pas le choc intellectuellement et culturellement devant cette puissance intellectuelle de l'Occident. Ce que propose Daesh, et donc dans nos banlieues et nos jeunes, il ne faut pas les laisser ce vide s'installer depuis des années. Il faut le combler. Il faut le combler, parce que rien n'est perdu, il faut le combler avec ce que nous sommes, ce qu'ont été nos aïeux, cette culture, cette civilisation, et putain, mais la pousser fort, prendre des risques pour ça, et y croire suffisamment pour, comme les Kurdes, mouiller sa chemise, être capable de souffrir pour ça, et puis s'il le fallait même d'en mourir. C'est comme ça. Sinon, on va perdre. Non, mais les Kurdes donnent un exemple là-dessus. Dans les tranchées de Kobané ou d'ailleurs, au Kurdistan depuis des années. Vous savez, c'est une guerre. Je reviens à ça et après je repasse à Daesh et au centre culturel. Mais ce qui se passe là-bas, et que nos médias ne montrent pas, parce qu'il n'y a pratiquement pas de journalistes qui vont là-bas. C'est trop dangereux. Même la plupart des rédactions prennent plus de risques. Syrie égale otage égale on n'y va pas. Bon. Donc on n'a que des trucs périphériques. Mais les combats sont d'une violence et d'une constance. Alors où je vous parle, ça se bat. Ce qui m'a beaucoup frappé pour revenir à la foi et à la croyance dans quelque chose d'un peu plus grand que soi qui permet de bâtir des civilisations et de les conserver, ou de les faire renaître quand elles s'écroulent, c'est que cette guerre est difficile, vous avez les tranchées, parfois on dirait que c'est 14-18, hein. On se bat au corps à corps, on se bat face à face. Les gens, ils ne sont pas comme nos soldats, ils sont en treillis, ils n'ont pas de casque, ils n'ont rien. Ça se bat à la baïonnette et tout ça, hein, et des filles. Et quand on les interroge, en novembre 2014, j'avais convaincu de rejoindre la petite task force française qui aidait les Kurdes. À une époque, on ne parlait pas encore d'eux, il y avait juste Kobané qui démarrait. J'avais convaincu Kouchner, Bernard Kouchner, qui était aussi l'ami des Kurdes, de venir là-bas. Les Kurdes l'avaient accueilli comme un seigneur, comme s'il était encore en activité. Et je me souviens, devant les tranchées d'une ville qui s'appelle Serikani, c'était l'hiver, novembre, il y avait de la brume, du brouillard, de la boue partout. Et je me souviens d'une chose, quand on arrivait dans les premières lignes des tranchées, où tous les combattants et combattantes se levaient pour se mettre au garde à vous, saluer le ministre français, très connu des Kurdes, parce qu'il les a beaucoup aidés, etc. Je lui dis, il faut que tu leur serres la main les uns après les autres, ça prendra peut-être une heure, mais il faut vraiment les saluer, et puis pose-leur des questions. Et ce qui était fascinant à entendre, je prends une gamine de 20 ans, et voilà, il me demandait, vous êtes là depuis combien de temps? Je disais, 6 mois. Ah bon, vous avez eu des permissions? Non, on ne peut pas, on va tous les jours. Et c'est dur, un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? On tiendra nos lignes et on gagnera. Et quand il a vu tout ça, il s'est dit, après on en a parlé, je dis, mais tu vois, là on a des gens, un peuple, qui a un vrai projet de société, qui a une vraie foi dans ce qu'il fait, et qui va gagner. Tout le monde disait à l'époque, jamais les Kurdes ne tiendront contre le rouleau compresseur de Daesh, qui à l'époque, rappelez-vous, s'était emparé de toutes les armes américaines de Mossoul, que l'armée irakienne avait abandonnées. Donc les Kurdes avaient en face d'eux des blindés, de l'artillerie, des canons, ils avaient tout ça contre eux, et eux, ils avaient de petites mitrailleuses au maximum. Et moi, je dis à l'époque, tu sais, même les djihadistes en face, qui sont des suicidaires, il ne faut pas les appeler kamikazes, je fais une parenthèse. Kamikazes, quand j'entends ça, ça me hérisse. Les kamikazes étaient des combattants japonais, des militaires, qui se sacrifiaient pour leur pays, sur des cibles militaires. Bon, les djihadistes, que je sache, attaquent beaucoup les cibles civiles. C'est très facile d'aller mitrailler les gens sur les terrasses ou au Bataclan. Donc, on appelle ça des suicidaires. J'espère que j'aurai au moins servi à ça aujourd'hui, à ne plus entendre le mot kamikaze dans la bouche des gens. Voilà. Donc, même si les djihadistes sont suicidaires, même s'ils sont de rudes combattants prêts à mourir, les Kurdes leur sont supérieurs. À l'époque, personne ne voulait croire, ils allaient perdre à Kobané. 1 contre 10, avec un tel armement, c'est impossible. Ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils avaient par la force des idées. Par la force des idées, alors, la force des idées, pour moi, ne veut rien dire si on ne met pas en face la question, mais t'es prêt à quoi pour ces idées? T'es prêt à quoi? Voilà. Si on est prêt à rien, que c'est juste des idées comme ça, je n'appelle pas ça une foi, une croyance ou une valeur. C'est juste des mots. Et il ne faut pas faire du bruit avec sa bouche. Il faut dire des choses
Il est confirmé par ses actes. Les Kurdes le font tous les jours. Ils sont vraiment un exemple là-dessus. Donc, la raison pour laquelle ils vont gagner, pour lesquels ils avancent partout, pour lesquels ils repoussent Daesh tous les jours, c'est celle-là. C'est qu'ils ont des idées, et ce sont les nôtres, tant mieux, qu'ils y croient et qu'ils payent le prix. Et souvent, dans les négociations, par exemple, quand les Russes ont commencé à intervenir, et essayer de, parce qu'ils sont pro-Bachar, de pousser les Kurdes, etc., les Kurdes disaient, mais nous, tous les jours, nos garçons et nos filles, ils payent le prix de nos croyances dans cette société que l'on veut voir venir. Dans la liberté, la démocratie, l'égalité aux femmes, le respect des minorités, tout ça. Il ne faut pas nous demander un jour, nous les chefs, de dire à nos enfants, à nos jeunes qui se sont battus, ben non, on a reculé politiquement, diplomatiquement, votre sacrifice finalement il a été vain. Ça ne vaut pas grand-chose. Alors les Kurdes donnent l'exemple. Les chefs kurdes, je prends ça les musulmans, ils s'appellent comme ça par exemple, il est marié, il a 3 fils. Sa femme ne migre pas, ne s'exile pas, il ne la protège pas en la mettant à l'étranger, et ses 3 fils sont 3 combattants, 3 soldats, il n'y a pas guerre. Il en a perdu un à Kobané, qui a été tué pendant les combats. Il en reste 2. Et quand je lui demande, et ta famille, il dit, tu sais, s'exiler, partir, déserter. Ça, jamais. Nous gardons nos femmes et nos enfants avec nous, et c'est comme ça qu'on se bat bien. C'est comme ça que nos combattants ne cèdent pas le front, gardent leur ligne, etc. Voilà une politique très spartiate. Mais dans ce type de guerre, s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient perdu. Le nombre, l'armement, la puissance. Ils sont environnés d'ennemis. Totalement environnés et encerclés d'ennemis. Les Turcs, dans leur disparition, ferment toute la frontière nord. Tout le sud, sont les djihadistes. Et l'ouest, c'est l'Irak. Avec juste un petit pont sur le fleuve Tigre, par où peut passer le ravitaillement, le cordon ombilical. Puis c'est régulièrement fermé sous la pression des Turcs. Alors plus rien ne passe. On va asphyxier les combattants. Ils tiennent la route, passerait haut, et ainsi de suite. Donc je veux juste revenir à cette idée fondamentale, à mes yeux en tout cas, et les Kurdes en donnent l'exemple constant, que les idées n'ont aucune valeur quand on ne met pas en plus la capacité à les défendre. Pour moi j'appelle ça du bruit. Et d'ailleurs toute notre politique est bâtie là-dessus, sur ce bruit. J'espère que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. Cette faillite totale du politique, devenu politicien, ne croyant plus finalement dans ce qu'il défend, est quand même un constat flagrant, une stupéfaction d'ailleurs pour les Kurdes, de ne pas comprendre. Eux, ils ont une admiration de ce qu'a été la France. Quand ils voient ce qu'est devenu la France aujourd'hui, ils ont une grande tristesse. Parce que ça ne correspond pas à l'image qu'ils s'en faisaient d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Pour la plupart, ils ne connaissent que par ses livres, sur l'histoire, etc. Donc nous devons nous aussi être dignes de nos idées et les défendre. Et le combat aujourd'hui est intérieur. Alors jamais une conférence comme celle-ci, où on parle de Daesh, n'a été autant d'actualité qu'après ce qui vient de se passer, il y a 2 jours, avec maintenant l'assassinat de policiers désarmés chez eux, Orlando aux États-Unis 2 jours avant, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. En réalité, ce qui s'est passé au Bataclan et tout ça, qui est l'expression armée, criminelle, barbare, des idées de Daesh, et ce qui nous attend à l'avenir. Si vous pensez que l'avenir est serein, de ce point de vue-là, ça serait totalement méconnaître la puissance des idées, des islamistes, de Daesh, et les autres, Al-Nusra, Al-Qaïda et compagnie, ça serait méconnaître leur puissance, la puissance des idées qu'ils ont, on parlera de leur projet, et de leur capacité à le développer, notamment dans la jeunesse. Voilà, c'est comme ça. Ils sont très bons, ils croient des choses. Alors, pour les islamistes, un petit portrait. Et d'ailleurs, interroger les prisonniers est très instructif là-dessus, parce que, comme ils ne sont pas tués par les Kurdes, ils ne sont pas torturés, ils savent qu'ils risquent, la peine de mort a été abolie. On est un pays en guerre, ils ont aboli la peine de mort, c'est une idée du siècle des Lumières aussi, voilà. Ils savent qu'ils ne risquent rien, donc ils peuvent se défouler aussi quand même, verbalement. Et quand on voit leurs projets qui y sont, on sait qu'on a du souci à se faire. Parce que ça, alors, Daesh c'est quoi? C'est un projet politico-religieux très clair, islamiste. C'est une forme contemporaine de l'islam, c'est comme ça. Qui a cette idée que l'Occident est responsable
de sa décadence et de sa déchéance. Il constate, avec justesse, que l'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles. Répandu sa culture, sa civilisation, et même ses hamburgers, ses jeans, ils ne le supportent pas, et pour eux, la grandeur de l'islam, c'est le califat abbasside. Et il faut y revenir. Ils ont un projet, une utopie. Il faut le rebâtir, mondialiser. C'est comme ça. Et ce projet les fascine, parce que ce projet, dans l'islamisme radical, il a la réponse à tout. Pourquoi la démocratie doit-elle disparaître du monde? Parce qu'elle est une insulte à Dieu. Dieu n'a jamais dit que les hommes devaient se diriger eux-mêmes. C'est Dieu qui dirige les hommes, et il a écrit un livre pour ça. Il faut suivre. Donc la démocratie est le premier ennemi de notre religion et de notre islam. L'égalité homme-femme, point d'incandescence. C'est la dissolution des mœurs. C'est ce qu'ils voient chez nous. Je ne parle même pas d'homosexualité et du reste. C'est pour ça qu'il y a aussi eu Orlando. Le respect des minorités, ça veut dire qu'on respecte autre chose que la parole divine qui a dit que, à éliminer, et ainsi de suite. Et ce projet, il est cohérent. Ce ne sont pas des fous furieux. Ce sont de vrais barbares qui ont un projet barbare, absolument rétrograde. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les filles kurdes dont je parle, les combattantes, elles s'étonnent, une fois, elles me disaient, écoute, nous, on combat, on souffre et on meurt en grand nombre, par exemple, pour ne pas être voilés. Et vous, en France, vous voilez les filles de plus en plus. Vous le faites exprès ou il se passe quelque chose d'autre? Je leur dis non, on ne fait pas exprès. On n'a pas pris une décision de voiler les femmes. Simplement, la puissance de l'islam fait que de plus en plus de femmes se voilent. Et alors là, je ne dis pas ce qu'elles disent sur ce qu'il faudrait faire. En tout cas, elles se battent, elles, justement, pour ne pas être voilées. Et je vois dans ce paradoxe incroyable une image tout à fait emblématique de ce que nous sommes devenus dans la perte de notre identité, finalement. On ne sait plus très bien qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on doit faire, etc. Et je suis très dur avec cet islam-là, parce que j'en ai connu un autre à l'époque de la guerre d'Afghanistan, j'en ai connu un autre à l'époque où j'étais au Sahara en permanence, et où j'ai vu la destruction de cet islam d'avant, par l'islam d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Les musulmans, entre eux, ont eu à régler ce type de problème et sont sortis vainqueurs, les barbares. Voilà. C'est comme ça. Mais nous devons en tenir compte parce que c'est notre tour aussi. Et donc, penser que quand on parle combattre Daesh par les idées, c'est limité au Kurdistan ou à la Syrie ou à la zone du Moyen-Orient, franchement, c'est faire une erreur. C'est un problème global qui va durer très longtemps, qui a pour destination de nous faire tomber à genoux, et à nous de savoir si on veut la soumission à la Welbeck ou si on est assez fort pour rester nous-mêmes. Voilà. Mais je dis de plus en plus fort parce que c'est une réalité et qu'il faut que le discours, à un moment donné, dise le vrai. Voilà. Et non pas fasse du bruit, encore une fois. Donc, voilà le projet de Daesh et des islamistes en général. Grâce à Dieu, les barbares ne sont pas unis. Ils se disputent, ils s'entretuent. Daesh contre Al-Qaïda, contre Al-Nosra, et puis Daesh al-Islam, notre groupe, contre les autres, et ainsi de suite. Plus les sunnites et les chiites qui n'ont jamais terminé leur guerre, qui a 1400 ans et qui de temps en temps repart à la hausse, comme en ce moment. L'immense désunion de ce champ islamiste est une chance pour nous. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les djihadistes tentent d'importer le chaos chez nous. Quand vous avez des attentats contre la police, meurtriers comme il y a 2 jours, ou les terrasses, etc., c'est l'un des thèmes extrêmement récurrents de l'idéologie et de la dialectique islamiste qui est, puisque maintenant l'homogénéité de votre peuple n'est plus, compte tenu du nombre d'étrangers qu'il y a chez vous, des communautarismes qui sont montés et qui se sont installés, l'objectif maintenant c'est de dresser les communautés les unes contre les autres, et une fois que l'étincelle est allumée, on ne l'arrête plus jamais. Et chez vous, ce sera comme chez nous. C'est ça leur théorie.
Les attentats ont pour but que nous perdions notre sang-froid et que nous allions brûler quelques mosquées innocentes, massacrer quelques Arabes au hasard dans la rue, comme ils le font eux pour les chrétiens, parce qu'ils parlent comme ça, les croisés, vous savez, les juifs et tout ça. Voilà leur objectif. Il est à noter que le peuple français, jusqu'à présent, a eu un immense sang-froid. Quelques sangliers sur les mosquées, des conneries comme ça, mais bon, ça aurait pu dégénérer. Et il faut garder son sang-froid, évidemment. Le but de provoquer une guerre civile dans toute l'Europe est celui des djihadistes. Ils n'y parviendront pas. Ils n'y parviendront pas parce que nous sommes des peuples civilisés et éduqués, et au pire on filera quelques baffes et ça s'arrêtera là. Je l'espère, je le pense. À nos politiques, à nos policiers, à nos forces de défense de faire en sorte qu'on en reste là. Et qu'ensuite on mette les conditions de la paix civile. Et là, pour le coup, il faudra être très fort dans nos idées. Ne rien abdiquer, aucun accommodement raisonnable. Il y a un peuple, un pays, une civilisation, une et indivisible. Je vous assure que ça va être vraiment l'enjeu. Mais il n'y a pas que ces islamistes aussi qui cherchent à nous combattre dans le problème des idées. On a mis contre Daesh, mais il faut aussi parler des frères musulmans, qui eux ont une autre théorie, radicalement opposée à celle des djihadistes. Leurs idées à eux sont que l'Occident est si fatigué de lui-même qu'en 2 ou 3 générations, il se soumettra à l'islam sans aucun problème et sans aucune effusion de sang. Il suffit d'être patient, persévérant, d'avancer pied à pied, pas à pas, tranquillement. C'est, je crois, je n'ai pas lu le livre, le thème de Houellebecq dans Soumission. Et ces frères musulmans, ils détestent les djihadistes. Parce que pour eux, les djihadistes foutent le bordel. Ils disent, vous savez, la démographie n'est pas encore en notre faveur en France ou en Allemagne. Si une guerre civile, si vous arrivez à provoquer une guerre civile contre les Français par exemple, ils vont gagner, militairement. Nous ne sommes pas encore assez nombreux, donc vous foutez le bordel. Ils ont le même objectif avec des méthodes radicalement différentes. Je vous laisse juger qui peut être le plus dangereux, mais en la matière, c'est la réalité. Et à côté de ça, chez nous par exemple, vous avez les musulmans français, très nombreux, de plus en plus nombreux, mais qui pour une bonne part détestent aussi bien les frères musulmans que les djihadistes. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer, évidemment. Ils sont là. Mais il faut s'appuyer fortement. Je veux dire par là que les accommodements raisonnables du Canada, par exemple, ça hérisse les Kurdes. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est des renoncements quotidiens. Et ils expliquent très bien la chose. À partir du moment, et ils ont raison, ils font le même constat que les djihadistes, que les frères musulmans, que les Iraniens. C'est que fatigue du sens, en quelque sorte. Fatigue de soi. Montée de la signifiance, du vide. Les héros, c'est des footballeurs. Quand ils disent, quand vos héros sont des footballeurs, la cité est à prendre. C'est comme ça. Donc, à partir de là, à nous de savoir comment on veut sursauter, réagir. Voilà. Quand j'étais gamin, à l'école, une fois à Corté, c'est il n'y a pas longtemps, ou ailleurs, je me souviens très bien que les exemples qu'on nous donnait d'énergie, c'était du Guesclin, c'était Bayard, c'était les pontonniers du général Eblé à la Bérésina pour sauver la grande armée en construisant les ponts. C'était ça qu'on nous donnait comme modèle. Mon fils, qui a 13 ans maintenant, ce qu'on lui donne comme modèle, quand je vois les rédactions qu'il va faire et tout ça, c'est plutôt les chanteurs ou je ne sais qui. Ça, c'est significatif. C'est comme ça. Vous savez, un des grands problèmes dans la fatigue civilisationnelle d'un peuple, car le suicide des nations, ça existe, et les civilisations sont mortelles, c'est souvent la fatigue de soi. C'est-à-dire qu'on se sent vieux. Moi, je constate ici, il n'y a que des jeunes. Je ne parle pas de jeunesse biologique, moi. Je parle des jeunes qui s'intéressent au monde, qui s'intéressent à ce qui se passe, ce qu'on va devenir. Parce que des grandes questions, mais c'est notre débat, c'est que deviendra l'homme demain, et que deviendra ce pays, que deviendra la Corse dans ce pays, parce qu'on va être bientôt aux premières loges. Si vous allez en Grèce, les îles Grecques, je peux vous dire qu'ils commencent à s'inquiéter. Donc, il faut prendre conscience de tout ça, avec sang-froid, calme et civilisation. Je veux dire par là que les gens prennent aujourd'hui une autre barbarie chez nous. Il n'y a qu'à tous les éliminer, il n'y a qu'à je sais quoi. Ce serait de devenir comme eux. Ce n'est pas du tout la solution. Et d'ailleurs, ça serait satisfaire leur goût du sang, et leur barbarie, et leur projet. Non. Je pense que dans le combat des idées, contre Daesh, nous avons tous les moyens intellectuels de vaincre
sans devenir nous-mêmes les barbares qu'ils sont. Voilà. Et tout l'enjeu est là. J'aurais dû dire comme dans les cinémas et les choses, fermez vos portables s'il vous plaît avant de commencer. C'est pas grave. C'est une autre forme de barbarie, vous savez, certaines nouveautés numériques, c'est un autre débat. Et donc je crois profondément, pour en venir au sujet, que si nous nous réparons nous-mêmes en quelque sorte, et si nous avons la force d'appliquer ce que nous sommes, la victoire est sûre. Sinon, la question est là. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir, de tranquillité, mais tout est à faire avec notre jeunesse. Tout est à refaire. Mais la jeunesse, elle ne demande qu'à être faite. Donc il y a l'Euro de football tout à l'heure par exemple. Je constate qu'on se mobilise par millions pour des mecs qui gagnent des millions. Et ça, c'est un modèle de société, hein, c'est comme ça. Et que quand il faut se mobiliser pour des choses importantes, par exemple, le combat contre Daesh, il n'y a plus personne. C'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Je ne voudrais pas débattre tout seul pendant trop longtemps. Maintenant qu'on a fait un peu le tour du sujet, que les cartes sont mises sur la table, s'il y a des questions, on poursuit de manière vivante avec des questions sur les préoccupations. Et juste un dernier constat. Nous sommes fascinés par nos médias qui ont renoncé à leur projet réel d'information pour être dans l'émotion permanente sans jamais faire appel à la raison. Toujours le nez sur les choses d'aujourd'hui. Et il se passe un tas de trucs dans le monde en ce moment qui seront les prochains défis que nous aurons aussi à mener en retrouvant notre force des idées. Pendant qu'il y a Daesh qui fait ces trucs, pendant qu'il y a l'Euro de football, vous avez des nations très puissantes qui comptent 1,5 milliard d'habitants, l'Inde, la Chine, d'autres 150, 200, 300 millions d'habitants, l'Indonésie, le Brésil, qui sont en train de construire des puissances économiques, politiques et militaires. Tranquillement, sans rien dire. Et c'est ça le prochain défi qu'il faudra relever. C'est faire face économiquement, notamment, à ces puissances qui s'installent sous nos yeux sans que personne n'en parle. Alors ça devrait être le premier sujet de préoccupation de nos journaux télévisés. Tiens, la Chine aujourd'hui a décidé de construire tant de porte-avions. Ça veut dire quelque chose. Et pas seulement savoir que l'Euro de football va avoir lieu tout à l'heure. Parce que franchement, d'un point de vue civilisationnel, notre interrogation du monde passe par là. Passe par nous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Voilà. D'ailleurs, dans la vie, il n'y a que 3 bonnes questions pour traverser la vie. À mon sens, la vie, c'est un long déniaisement vers la maturité. On rentre d'une certaine manière, il faut sortir un peu meilleur. Il n'y a que 3 bonnes questions, pour moi, qui permettent d'éclairer le monde et ce qu'il devient et ce qu'il est. C'est le monde, comment ça marche? La vie, qu'est-ce que c'est? Et les autres, c'est qui? Et si on répond à ces 3 questions, il y a un peu de lumière qui se fait dans le tunnel pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on va devenir et ce qui va nous arriver. Voilà. Donc, s'il y a des questions maintenant pour poursuivre ce débat. Mais sinon, j'ai l'impression que si vous parlez assez fort... Non, mais il y a un micro. On a un micro, l'arrivée marche. Là-bas. Monsieur a une question. Oui. Je vous remercie pour cette conférence également brillante. J'ai retrouvé en vous là l'humaniste que j'avais vu une fois au Palais des Congrès où il y avait un petit film où vous insistiez bien sur ce qui était commun entre tous les hommes, la souffrance, la joie, l'amour des enfants, au-delà des différences de civilisation, de comportement et de civilisation. C'était intéressant. C'est vrai que c'est le combat également des idées, comme l'a dit Gramsci, également qui prépare aussi les victoires également politiques, ou la défaite des idées qui prépare la défaite politique. Maintenant, je serais moins optimiste également sur la capacité que nous ayons, nous, désormais également en Occident, pour essayer de lutter. Il y a un individualisme également débridé, les informations, comme vous l'avez dit, insistent sur le côté émotionnel, on voit tout par le petit bout également de la lorgnette, dans une myopie d'analyse également très rassurante. Il y a des pans entiers des programmes d'histoire qui ne sont plus également enseignés, également aussi dans les classes. Comme vous dites, les valeurs maintenant s'orientent autour de la consommation, de l'argent, des footballeurs, les professeurs, les instituteurs, autres sont dévalorisés. Donc je suis beaucoup plus pessimiste également que vous sur l'avenir également de nos sociétés. Et je pense qu'on est un peu comme un organisme de quelqu'un qui aurait également un affaiblissement devant de nos forces et qu'on n'arrivera pas
ou très difficilement à retrouver également en nous les forces nécessaires également pour lutter, peut-être parce qu'on n'a pas conscience de la précarité de nos sociétés, contrairement également aux Kurdes, qui quant à eux ont toujours essayé de lutter pour un État et qui ont toujours été martyrisés entre la Syrie, l'Irak et l'Iran. Vous n'avez pas parlé également de l'Iran, alors que les Kurdes également en Iran sont persécutés aussi. Donc je pense que les Kurdes peuvent nous donner un exemple d'égalité homme-femme. Ils ont une foi, et cette foi, c'est une foi de survie, de résurrection, alors que nous, on n'a même plus cette volonté de vivre collectivement. Alors, bon. C'est un après l'autre. Ils sont bons. Des professionnels. Très pro. Je suis profondément optimiste. Et le message que je veux donner ce soir, c'est un message d'optimisme. Je déteste le pessimisme. C'est-à-dire que vous avez raison. Allô? Vous avez raison sur le constat, les pessimistes. Putain, mais moi, oui, merci. Ça, c'est pas trop par contre. Mais moi, par contre, ça me galvanise. Un constat pessimiste comme ça, parce qu'il y a un combat à mener et c'est passionnant. Et c'est ça aussi qui peut galvaniser les jeunes. Si vous dites aux jeunes aujourd'hui c'est foutu, c'est vraiment foutu. Alors votre constat est vrai, total, et ça doit nous galvaniser. Et au fond, j'ai écrit dans ces bouquins, désormais pour les choses très difficiles, je dirais je suis de Kobané. Parce que l'exemple à Kobané, quand tout le monde, en septembre 2014, disait la ruée des djihadistes sur la ville de Kobané encerclée, c'est la disparition des Kurdes, ils vont tous fuir ou au pire être tués. Les Kurdes disaient on tiendra. Le constat est d'un pessimisme. Les blindés contre les fusils, ça ne va pas vraiment le faire. Mais ils disaient on est optimiste. Si on se bat et qu'on décide de ne pas perdre, on a une petite chance de gagner. Et ils ont vraiment gagné. Donc, dans cette époque d'individualisme exacerbé où le narcissisme est devenu la quintessence de cet individualisme, où le lien social automatiquement s'est dissous, évidemment qu'on part de loin pour le sursaut, la résistance. Et bien tant mieux. Tant mieux, c'est comme ça. Tant mieux parce que si on décide même en partant de loin, on ira loin. Donc franchement, rien n'est perdu. Mais pour gagner, il faut faire le bon constat, pour trouver les bons moyens, et ensuite, et je le répète à nouveau, tout jeter dans la balance. Parce que si on se contente de dire, voilà le constat, il est vrai, vous avez raison, voilà ce qu'il faudrait faire, et putain oui c'est ce qu'il faut faire, et après on dit mais c'est fatigant, c'est dangereux, je me couche, ça ne servait à rien tout ça. Donc je reprends à nouveau pour la ténacité, pour le courage, et pour la capacité à prendre des risques. Pardon, pour la capacité à prendre des risques, et putain oui aussi je le dis, et même à mourir pour ça. Je veux dire une chose, un jour, il y a un journaliste qui est venu m'interviewer pour un bouquin, pour faire des portraits, bon, des conneries de ce genre. Et pourquoi quelqu'un rigolait, mais... Et à un moment donné, comme ces questions avaient la futilité et le vide et l'insignifiance dont on vient de parler, je lui ai dit, écoutez mon vieux, je vais vous poser à vous une question. Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à mourir? Il a été stupéfait. Je lui ai dit, si vous n'avez pas de réponse, on termine l'entretien. Il m'a dit non, il faut que je réfléchisse. Mais attends, mais vous partez, vous réfléchissez, et si vous avez répondu, vous revenez. Alors non, il n'avait pas l'habitude d'être traité comme ça, les journalistes. Mais il est revenu 3 jours après, il m'a téléphoné. Il m'a dit j'ai la réponse. Alors je dis bon, tant mieux, même café, 3 jours plus tard. Et il me dit mais vous m'avez posé une question, j'y pense depuis 3 jours, je ne vous l'ai jamais posée. Je dis voilà, vous n'avez pas posé la seule question qui importe au monde. Si quelqu'un est capable, alors il ne faut pas me dire pour ma femme et mes enfants, ça tout le monde et c'est normal. Mais si quelqu'un est capable de dire « je suis prêt à mourir pour ça, ça et ça », ou ça seulement, une chose, ce type-là, il est heureux et il va très bien vivre. S'il n'est pas capable de répondre à cette question essentielle, il est dans un vide existentiel en réalité. Il aura des problèmes. Donc, pour ce dont je viens de parler, si à la fin de tout ça, le constat, ce qu'il faut faire, il n'y a pas l'idée même d'être prêt à mourir pour ça, on n'est pas comme les Kurdes et on va perdre. Mais on est capable de ça. Je vais même vous dire une chose. Si vous tenez des discours comme ça aux jeunes, et j'en ai eu pas mal, hein, ils veulent immédiatement s'engager dans les rangs kurdes pour les combattre. Plein, si vous leur dites ça. Parce qu'ils sont prêts à mourir pour quelque chose, en espérant pas le faire, mais prêts, s'il le fallait. C'est ce que les djihadistes disent à leurs candidats. Voilà, la mort est au bout du chemin, mais pour une grande chose. T'es prêt à mourir pour ça, oui, alors t'y vas, voilà. Mais tout le secret, il est là.
Mais comme on dit plus ça à nos braves garçons, ben, ils l'entendent pas. Mais redites-le et vous verrez qu'ils sont prêts à beaucoup de choses. J'ai aucun souci là-dessus. C'est le discours qui manque. Eux, ils ont 72 vierges qui les attendent au paradis. Je ne dis pas que c'est un grand bordel là-haut. C'est pour ça qu'ils ont peur des femmes pures. C'est un autre monde. Vous savez pourquoi aujourd'hui les djihadistes souvent fuient les combats. Les filles kurdes disaient maintenant qu'ils nous connaissent, maintenant qu'ils savent que les filles se battent aussi bien que les hommes. Le seul fait d'être tué par une femme, pour la même raison, ça prive du paradis. C'est comme ça. Et donc, elle me disait à un moment donné, maintenant qu'ils savent qu'on sait monter à l'assaut, voilà, avant d'attaquer, on crie. Et hurlement, voilà. Donc, ils savent que c'est des femmes qui sont en face. Et une fois sur deux, ils fuient tout de suite. On a découvert que c'est une très bonne méthode. Et ils se barrent parce qu'ils ont surtout peur d'être tués par des femmes, et surtout des femmes qui savent se battre. Voilà. Monsieur? Une autre question? Oui. Je parle un peu. Oui, bonsoir. Vous avez mis en évidence, vous avez parlé de la puissance donc, du siècle des Lumières, mais en même temps, vous avez relevé sa faiblesse. À plusieurs reprises, vous avez parlé de l'individualisme. Et l'individualisme, les égoïsmes, c'est quand même une conséquence du siècle des Lumières. Alors, c'est une question philosophique. Dans le siècle des Lumières, il y avait cette idée que l'homme pouvait et devait pouvoir s'affranchir librement d'un environnement qu'une fois éduqué, il pouvait juger. Ça menait effectivement à l'individualité et pas à l'individualisme. L'individualisme, c'est la forme pervertie de l'individualité. Voilà. Et le narcissisme d'aujourd'hui, Facebook et tout ça, c'est encore la perversion de l'individualisme, de strate en strate. Bon. Jamais le siècle des Lumières, si vous lisez tous les textes des philosophes, ne prenait un individualisme devenu un égoïsme. Il prenait la capacité, il défendait cette idée toute neuve que l'individu en lui-même, une fois éduqué, pouvait choisir par lui-même son destin, sa vie bonne, ce qu'elle était. Et ça, c'est une très bonne idée. Mais il l'a limité déjà à l'époque sur le lien social qu'il maintenait. La conscription, quand elle a existé, c'était aussi du lien social d'abord et avant tout. Faire communauté dans un monde d'individus. L'abrogation du service, pas son abrogation d'ailleurs, sa suspension du service militaire, franchement, d'un point de vue social, était une faute considérable. Car dans une époque d'individualisme de plus en plus outrancier, il fallait garder un minimum de liens communs. Bon. D'ailleurs, je constate que même le parti de gauche aujourd'hui prône la réinstauration le plus rapidement possible du service militaire. Tout le monde a compris aujourd'hui que c'était une faute. Bon. Même les Kurdes qui n'en ont pas besoin en Syrie ont instauré, dans toutes les lois qu'ils ont faites dans leur parlement, le service militaire, la conscription obligatoire. Car le combat ne peut pas simplement concerner les premiers combattants, les Yapagé et les Yapaja, qui ont commencé. Ça va concerner tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, pour vous dire à quel point on en est, que j'ai des amis journalistes qui suivaient la situation et qui me disaient, toi, tes amis kurdes, ils viennent d'obliger les jeunes à se battre. Je dis, pardon? Ben oui, ils ont fait la conscription au service militaire obligatoire au Kurdistan. Je dis, tu rigoles, quoi. Ils sont en pleine guerre. Non. Le service militaire, il existe même encore en Suisse, premièrement. Deuxièmement, la conscription existait chez nous. Et que je sache, quand la patrie était en danger, il y avait un truc qui s'appelait mobilisation générale. Et celui qui n'y allait pas, celui qui désertait, il était fusillé. Donc je leur dis, mais vous avez complètement oublié notre histoire. Et puis, franchement, c'est de la réflexion dans un siège, on prend un feu de cheminée avec un whisky à la main. Parce que quand on mène une guerre existentielle, qu'on a des milliers de tués, de blessés devant des sacrés bourgs de sauvages, de barbares, tu voudrais que simplement une partie des jeunes fassent le boulot pour les autres, qui boiraient le café en attendant? Non. L'heure est grave, leur existence est en jeu, ils ont fait comme nous une conscription et une mobilisation générale. Alors, mais oui, ça, ils réfléchissent un peu, on dirait, c'est vrai que on avait oublié notre histoire, tout simplement. Donc, le siècle des Lumières prenait l'individualité et pas l'individualisme. Et c'est une très grande différence, ce n'est pas un problème seulement sémantique. Pas seulement sémantique. Maintenant que l'individualité mène à l'individualisme, peut-être, mais l'individualité fait que vous êtes ici et que vous pensez par vous-même. Oui, mais chez Rousseau,
Rousseau n'était pas du siècle des Lumières. Il vit à la même époque, Oui, mais c'est l'adversaire de Voltaire. oui, mais enfin, ces idées, le contrat social, c'est quand même lui. Oui, mais le contrat social, Donc ça passait par un contrat. oui. Oui, pour faire société. Oui, mais le contrat Comme social, la sécurité sociale aujourd'hui. ce qui m'a toujours amusé dans le contrat social de Rousseau ou des autres, c'est qu'on dit aux gens, voilà le contrat social. Tout le monde, oui. Si vous êtes, si vous êtes un, merci. Si vous êtes un individu normal, un contrat social, mais j'ai passé aucun contrat social moi avec l'État, avec qui que ce soit, vous répondrez à n'importe qui dans la rue. C'est une idée abstraite. Oui. Eh oui. Et cette abstraction des idées, dans le contrat social théorisé par, je vois très bien Rousseau qui s'appelle le trempe en langue, qui a écrit dans ce contrat social et l'huile et tout ce qu'on veut, dans l'abstraction la plus complète. Et ensuite, nous on l'a traduit par des lois. On paye l'impôt. L'impôt c'est quoi? C'est une partie du contrat social qui dit une chose très simple. Il y a un rééquilibrage dans les inégalités naturelles et les inégalités non naturelles, les deux existent. Il faut un petit rééquilibrage sur le faire socle commun et société. On va appeler ça l'impôt. On va en prendre un peu plus à ceux qui en ont pour le redistribuer un peu plus à ceux qui n'en ont pas. La justice de l'impôt, le cœur du contrat social. C'est la redistribution de richesse dans une société qui fait que le type là-bas que je ne connais pas, une partie de mon argent va lui servir. Même si je ne le connais pas, c'est quand même un des miens. C'est un truc incroyable l'impôt quand on y réfléchit bien. Mais dans le contrat social, personne n'a signé un contrat social que je sache avec qui que ce soit. Donc, l'abstraction des idées est une chose, la réalité en est une autre, et les dérives de bonnes idées, ça existe tout le temps. Donc, lutter contre l'individualité. Vous êtes ce que vous êtes parce que le siècle des Lumières a permis votre individualité et votre capacité à penser par vous-même. Dans les sociétés comme celle des islamistes, on ne pense pas par soi-même. Entre la vérité cherchée, plus ou moins trouvée de l'homme libre, né du siècle des Lumières, contre la vérité révélée d'un livre, le Coran, qui dit tout, même comment je m'habille, comment je pisse, comment je tout, le monde et le fossé est considérable. Et vous êtes l'individu que vous êtes parce que vous n'êtes pas dans une société commune, on vous refuse la capacité à penser par vous-même et avoir d'autres idées que celles de la communauté dans son ensemble. Et on vous refuse même l'idée même de sortir de cette communauté, donc d'affirmer votre liberté individuelle. C'est ça le siècle des Lumières. D'affirmer la liberté individuelle, mais sans du tout, dans aucun texte, passer à l'individualisme d'aujourd'hui, qui est je me moque de la société, au fond je me moque des autres. C'est moi qui compte, et les autres finalement c'est un obstacle à la réalisation de moi-même. Voilà. Et à partir du moment où l'économie, très grave problème chez nous, commence à dicter sa loi à la politique, et depuis longtemps, il n'y a plus aucun contrat social possible. Quand le président chinois dit que le patron de Google, au fond, est beaucoup plus puissant que le chef, que le président des États-Unis, il a encore un peu tort, mais pas beaucoup. Et en tout cas, on n'aurait jamais imaginé autrefois, dans le siècle des Lumières, un État faible qui ne fait plus rien au fond, qui est ligoté, avec un pouvoir émietté, et ailleurs, des pouvoirs qui se sont coagulés de manière extraordinaire, économique, financier. Google a, je crois, une capitalisation supérieure au budget de la France, et qui dictent leurs lois. D'ailleurs, d'une main byzantine, vous savez, c'est pour votre bien, tout ça. Mais finalement, la politique, c'est un truc vachement chiant. Les États, c'est très emmerdant. Ça nous empêche, nous, c'est la liberté du renard dans le poulailler, hein. Ça nous empêche, nous, de faire ce qu'on veut, du profit, du bénéfice. Et d'ailleurs, les citoyens, c'est un truc vachement chiant. Justement à cause de cette lumière, parce qu'ils pensent par eux-mêmes. Il faut faire que des consommateurs. Toute l'économie aujourd'hui est faite pour repasser, pour effacer le siècle des Lumières, et effacer dans les jeunes générations les citoyens que nous sommes, et que nos parents étaient, pour retrouver de purs consommateurs, pour lesquels, comme on disait à Rome, du pain et des jeux. Et c'est tout. Consomme et tais-toi. Rappelez-vous George Bush, après les attentats du 11 septembre, qu'est-ce qu'il a dit? Now go shop. Consomme, mon pote, maintenant la guerre est terminée. Ça, c'était justement ce contre quoi, non pas le siècle des Lumières luttait parce qu'on n'était pas là, mais ce qu'il entrevoyait. Quand Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, théorise ce que seront demain les tyrannies molles des démocraties, il disait, vous lisez Tocqueville, c'est formidable, il avait tout vu. Quand il disait, aujourd'hui, les tyrannies, elles enferment, elles détruisent. Mais les tyrannies qui vont, avec la démocratie, s'installer, ces tyrannies molles, elles vont juste empêcher
ligoté par des petites lois, des petits machins qui vont décourager, qui vont te dire reste dans ton coin. Mais on reviendra à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'au fond, ce que le siècle des Lumières prenait, ce que la démocratie prenait, c'est l'individualité, la capacité à produire, grâce à l'école républicaine notamment, des individus libres, capables de juger en leur âme et conscience des événements du monde, parce qu'ils étaient instruits, être instruits pour être libres, disait Aldous Huxley. Tout cela, nous l'avons laissé absolument disparaître, peu à peu, tranquillement. Plus personne ne censure, je suis dans les écoles, on donne un footballeur comme exemple. Ça devrait être un tollé général de tous les instituteurs. C'est pas ça les héros de la modernité. Ces petits branleurs américains dans le cibolo qui gagnent 3 millions par mois. Non mais franchement, donc tout ça devrait être... Et pourquoi? Parce que le pouvoir politique n'a plus de force. La main est faible. Il n'y a même plus un bambolo dans une main de fer, c'est même plus l'épée à la main. C'est dans ça que s'engouffre la hache. Se vide. Comme il disait à un moment donné, c'est de toute façon, l'Europe est vers nous, un coup d'épaule et on rentre là-dedans sans problème. Et vous n'avez plus rien. D'ailleurs, je vous dis un truc qui est assez marrant, c'est qu'ils estiment que le combat que nous menons avec la robotisation du champ de bataille, les drones, les machins, pour eux c'est des actes de lâcheté. Mais en gros, pourquoi tu viens pas te battre face à face, quoi. Moi, je répondais, mais on n'est pas assez con, la technologie est encore avec nous, et on peut te faire chier même sans que tu nous vois. Il n'y a que les Kurdes, qui pour l'instant, n'ayant pas tout ça, doivent au corps à corps se battre. Il faudrait leur donner tout ce qu'il faudrait pour qu'ils n'aient pas à se battre comme ça. Et d'ailleurs, les frappes aériennes que nous leur fournissons, ils sont bien contents de les avoir, je peux vous assurer. Parce qu'au moins, ça rétablit un petit peu l'équilibre. Donc voilà comment ça se passe dans la tête de ces gens-là, voilà comment nous on était avant. Jamais on aurait laissé faire ça. Donc, pour revenir à votre question, l'individualité, c'est pas l'individualisme. L'individualité a fait que nous soyons des hommes libres. Mais l'individualisme, c'est que nous redevenons des animaux domestiques, inféodés totalement à l'économie. Et le combat, c'est un autre débat, mais il m'intéresse, et ce débat sera dans ce centre culturel francophone au Rojava, évidemment, c'est chez eux maintenant qui sont libres politiquement, voilà, qu'au Kurdistan syrien, on peut faire des conférences comme ça, parce que la guerre est juste aux frontières, le reste à l'intérieur, ils savent donner la paix, il n'y a pas d'attentat, il n'y a rien. Formidable réussite, sans guerre civile, en agglomérant toutes les communautés, vraiment c'est un chapeau les gars. Eh bien, ce qui a fait que nous sommes ça, est le cœur du débat, en ne reniant surtout pas l'individualité du siècle des Lumières. Voilà. Moi, je voulais revenir, ma question était un petit peu en avant quand vous parlez des Kurdes, justement, et par rapport à ça, et par rapport aux informations que le peuple français a eues jusqu'à présent, on ne peut pas dire que aussi bien nos politiques que nos journalistes aient pu nous documenter sur les Kurdes, justement. Non, mais bien sûr. On a su beaucoup de choses par les réseaux sociaux, on a vu justement ces guerrières, mais sinon, on ne peut pas dire qu'on en ait tellement été informé. Et par contre, ce qu'on se souvient, c'est que quand même, le gouvernement partait en guerre contre Bachar. Et donc, quels sont les groupes que la France était en train d'armer à ce moment-là? Donc, elle était aussi en accord avec Daesh, là, puisque non, ils je vont pas plus ou moins. Mais nous n'avions pas une vision. C'est un peu le ressenti, même si c'est... Non, si vous voulez, si on rentre dans le débat politique, Bachar, ça va être un peu compliqué, mais il y a une faillite de nos médias. Pareil, ils sont dans la superficialité permanente. Si vous voulez écouter l'émission, il y a plein de choses intéressantes dans les médias, mais il y a des heures tardives sur les... Oui. France Culture, encore une formidable radio. France 5 fait des choses formidables, mais bon, c'est un peu noyé dans une masse d'insignifiance. Quand vous voyez que c'est Cyril Hanouna qui signe à 250 millions d'euros pour 5 ans pour dire des conneries, franchement, c'est un truc assez affligeant. Mais bon, la faillite de nos médias, elle tient aussi à l'économie. Avez-vous fait le constat de l'évolution des médias depuis 20 ans? La liberté de la presse. Il n'y a pratiquement plus aucun média qui n'appartient pas à une puissance économique, à un groupe financier. Il n'y en a plus pratiquement. Canard enchaîné, 2-3 trucs comme ça, mais c'est tout. L'économie a déjà happé l'information. Si vous êtes un journal, je ne vais citer aucun nom, par souci de charité chrétienne, c'est parce que le film,
Il fait l'œil de Moscou, il est là en plus. Si, dans un journal, vous voulez faire un article sur une bagnole parce qu'elle a des défauts, si par malheur ce journal appartient au groupe qui possède la bagnole, je peux vous dire que c'est impossible. Petit exemple anecdotique, mais qui montre aussi, finalement, dans quel état nous sommes. Et nous avons ce que nous méritons aussi. Les médias, les vrais médias libres, ça coûte cher. On n'est plus prêt à payer quoi que ce soit dans l'idée de gratuité universelle, qui est une vaste supercherie. Ce qui vaut coûte, voilà. Donc on a aussi des médias comme les médias, pour faire revenir à votre question. Je les vois jamais. Il faut lire la presse étrangère la plupart du temps pour savoir ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe là où ça se passe vraiment. On a plus d'informations sur les chaînes étrangères. Là où ça se passe vraiment. Sur l'international. Voilà. Parce que franchement, il y a des puissances économiques, militaires et politiques qui se créent sous nos yeux depuis une trentaine d'années, que nous ne regardons même pas. Et un bon matin, on va, hop, tiens, découvrir que tiens, il y a un porte-avions chinois au large de Brest. Ah merde, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas nous faire la guerre, mais il va peser. L'asservissement des peuples, ça existe aussi. Donc, sans rentrer dans le débat sur Bachar el-Assad et tout ça, pas compliqué, on a peu de temps, nos hommes politiques n'avaient pas la vision, n'avaient pas la croyance et n'avaient pas le courage. 3 qualités des hommes d'État, si on relit cette fois-ci tous les textes anciens de nos braves Grecs et Romains, les 3 qualités de l'homme qui avait prétention à diriger et gouverner ses semblables, c'était la croyance en quelque chose, sa société, son projet de société en quelque sorte, sa vision à long terme. Et enfin, le courage de mener à bien sa foi pour la vision à long terme. Ben, aujourd'hui, franchement, ces 3 qualités de l'homme d'État se sont, comment dire, très amoindries. Donc, quand on n'a pas ces qualités, on ne voit pas ce qui se passe. Et quand on ne voit pas ce qui se passe, on en arrive où on en est, et il est parfois un peu tard pour réagir. Mais, franchement, il y a 2 mots que je n'aime pas, trop tard. Et franchement, je pense qu'il n'est pas trop tard. Il est juste bien tard. Mais on dirait à nos jeunes que plutôt que d'aller s'embrigader avec Daesh, la plupart de nos jeunes de banlieue, on leur dirait d'aller justement aller vers les gagnants, les Kurdes, seulement ça leur est pas dit ça. Mais encore une fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent des Kurdes, hein, c'est par les réseaux qu'on le sait. Mais nous avons ce défaut, encore une fois, de ne pas regarder au bon endroit, voilà. Et surtout de ne pas tenir à notre jeunesse un discours qui tienne la route, qui galvanise, qui croit à quelque chose, qui a un projet, qui a des objectifs, qui propose quelque chose un peu grand. Les jeunes ne demandent que ça, il n'y a que Daesh qui propose, donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le modèle d'énergie à donner dans les écoles, ce n'est pas les chanteurs et les footballeurs, évidemment. C'est autre chose, mais bon, tout le travail est à faire là-dessus, c'est clair. Je vous félicite pour tout ce que vous avez dit, pour votre savoir. Et moi, comme je suis une positive comme vous, j'espère dans l'avenir meilleur, malgré ce moment si délicat pour nous tous. Et j'espère que votre projet il continuera et vous portera de la chance. Vous êtes trop gentil, mais je vous remercie de votre énergie. Je l'ai à revendre. Oui, je l'ai constaté. Je vous remercie. Mais je me suis habillée comme ça pour venir sur votre bateau. Ah, c'est vraiment très gentil. Voilà, quand je parlais tout à l'heure que j'avais l'impression d'avoir une assemblée de jeunes devant moi, il n'y avait pas de démagogie. Hein. Franchement, je pense que les gens qui se sont déplacés aujourd'hui sont des jeunes de l'esprit parce qu'ils s'intéressent aux vraies questions. Parce qu'ils s'intéressent aux vraies questions. Bravo pour votre jeunesse et votre énergie, madame. 75. Bon, on va inverser, on va dire 57. Bonsoir, ça marche? J'ai une question et une proposition. Ma question, c'est... j'ai eu l'impression que vous avez distingué nettement Daesh, ce monde islamiste, et un autre monde musulman. Vous avez parlé du monde musulman en Afghanistan, des musulmans français, etc. Je ne suis pas tout à fait convaincu, pour ma part, qu'une telle différence. Je voudrais en citer 4 indices. Ce que dirait Librak, par exemple, quand il dit que pour lui, l'islamisme trouve ses gènes radicalement dans l'islam primitif,
Plus fort, on ne exemples. comprend pas bien. Plus fort, on n'entend pas. On ne comprend pas. Est-ce que là vous m'entendez bien? Oui, Oui. Parlez fort, Donc, distinctement. Je voulais donner On est 4 comme à exemples. l'école. Ce que dit Rémi Brague sur les racines fondamentales de l'islamisme dans l'islam des origines, la notion de Oumma, qui exclut absolument tout ce qui n'est pas dedans, la condamnation à mort actuellement dans tout le monde musulman de tous ceux qui se convertissent, et un 4e indice, c'est l'absence de la règle d'or. Vous savez, ne fais pas autrui ce que tu n'entends pas être. L'absence de la règle d'or dans le monde musulman. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le Coran, et dans le hadith, on n'a pas du tout la règle d'or. Au contraire, on a de manière tout à fait dévoyée, de manière tout à fait théocentrée. La seule chose qui est ici, c'est désir pour l'autre qu'il soit un aussi bon musulman que toi. Ça, c'est ma question. S'il vous plaît, je vais répondre d'abord, parce que sinon on va se perdre. Merci. L'interprétation des textes, c'est toujours un grand problème. Il y a ça dans le Coran. C'est clair. Et c'est grâce à ça que ça permet à un islam radical d'exister. Et vous avez beaucoup de musulmans, et je les ai connus en Afghanistan, qui n'interprétaient pas du tout comme ça. Notamment tout le monde soufi. Notamment toutes les tribus bédouines qui combattent avec les Kurdes et les chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas de cet islam-là. Donc, la façon d'interpréter le Coran, comme d'interpréter tout texte, existe. Et il puise dans ce que vous avez dit, exact, seulement ça, et pas le reste. Mais je connais beaucoup, et je me suis battu avec eux, les commandants de la résistance afghane, qui déjà se battaient contre les islamistes arabes que l'Arabie Saoudite, grand pourvoyeur de djihadistes, a envoyé là-bas, avec cet islam-là dont ils ne voulaient pas. Ils ont perdu. Parce que les Américains ont pensé que les autres étaient meilleurs, enfin bref, ils ont fait encore des conneries, franchement. Ils ont laissé cet islam absolument pas anti-occidental disparaître. Par le fer et le feu. Ils ont tué. Voilà. Et moi, je les ai connus. Je peux vous garantir que, comme les chanoiniers du Soudan avec qui je vivais, c'était des musulmans avec qui vous n'aviez aucun problème. Je donne un exemple. Dans le Coran, il ne faut pas manger de cochon. Quand moi j'étais en Afghanistan, et ça durait longtemps les séjours, ça va peut-être vous faire plaisir, mais j'emmenais du saucisson corse. Ça dure longtemps, 1 ou 2 tranches le soir quand on n'a rien bouffé pendant des jours, le goût de la patrie, voilà, tout ça. Et je le mangeais devant eux, avec eux, sans aucun problème. Quand je leur disais, tu veux goûter, ils disaient, non, je ne peux pas en manger du mange. Aujourd'hui, aller faire ça avec un djihadiste, mais c'est même pas pensable. J'aime bien un peu boire un coup de temps en temps. En Afghanistan, il n'y avait pas d'alcool. Ils étaient capables d'aller me chercher de la bonne cachée les Russes pour que je puisse boire un coup. Voilà, cet islam-là, il a existé. Il existe encore. Et cet islam-là, il n'est pas rejetable. Si, grâce à cet islam-là, il y a un aggiornamento, comme le catholicisme a su le faire, pour une sécularisation, c'est ça tout l'enjeu, par les théoriciens musulmans, et il y en a qui disent que l'islam maintenant doit faire comme la chrétienté, s'adapter à la modernité, et tout ça marchera très bien. Et c'est parce qu'il y a des musulmans comme ça que les djihadistes les combattent en premier, avec les chrétiens aussi. J'ai vu des mosquées au Kurdistan syrien dévastées par les djihadistes. Je ne dis pas ce qu'ils faisaient dedans, en plus de faire sauter les minarets et tout ça, parce que là il y avait des musulmans qui refusaient cet islam-là. Et les Kurdes ont été assez intelligents, évidemment, pour battre le rappel de tous ces Arabes musulmans qui ne voulaient pas de ces Arabes djihadistes pour les mettre de leur côté. Et ils y sont, et je les rencontre. Et quand vous parlez avec eux, ils disent, mais je suis moi un musulman, souvent ce sont des soufis, des bédouins, et ils disent, les autres là-bas, c'est sauvage, c'est barbare, mais on n'en veut pas. Et ils combattent avec les Kurdes et les chrétiens. Donc, l'interprétation des textes existe, les djihadistes l'interprètent, ils prennent juste ce qui les arrange, et puis ils ne veulent pas de nous. Alors que quand vous parlez avec les chefs bédouins, les tribus chamars du Kurdistan, le Kurdistan, c'est pas très homogène. Il y a 80% de Kurdes, mais il y a des chrétiens, des Arabes, des Yézidis, etc. Qu'ils ont tous rejoints, hein, parce qu'ils ne veulent pas de djihadistes. Bon, quand vous parlez, moi je parle avec des chers bédouins qui combattent avec les Kurdes, je ne vous dis pas ce qu'ils racontent des djihadistes. Hein. Ils n'en veulent pas, hein, c'est clair et net. Bon, et je vais même dire un truc. Les Kurdes, j'ai oublié le numéro de la loi, le Rassemblée législative, c'est un véritable État, hein, ça fonctionne comme ça. Ils ont aboli la polygamie. Bon.
imaginez abolir la polygamie en terre musulmane avec des Arabes. Bon. Mais pour eux, l'égalité homme-femme devait passer par la suppression de cet obscurantisme. Bien. Je me souviens, alors ils ont fait évidemment, je me souviens d'une discussion avec les chers Chamard, des tribus Chamard, le grand chef des Bédouins du Kurdistan. Alors c'est Laurence d'Arabie, un truc comme ça, c'est extraordinaire, mais dans un déjeuner, il était lui co-préfet de la région de Djeziré, au Rojava. Rojava c'est grand comme 3 fois la taille du Liban, hein. C'est pas un petit truc de rien du tout, avec environ 3 millions d'habitants. Il juste avec lui, et il était co-préfet d'une des 3 régions du Kurdistan, de Rojava, avec une co-préfète qui était une Kurde, une femme. C'était l'obligation, maintenant tout était à parité. Donc toi tu es arabe, tu seras co-préfet, et toi tu es kurde femme, tu seras co-préfète, voilà. Et vous travaillez ensemble. Et à table, un jour, je lui dis, bon, il y a la polygamie, tout ça, c'est aboli. Il a rigolé, au moins ils ont dit que c'était pas rétroactif. Il y avait 4 femmes. Donc tout va bien, j'accepte. Voilà. Avec ces gens-là, avec ces musulmans-là, tout est possible. Et vous avez un tas de musulmans qui boivent de l'alcool, voilà, et qui souhaitent que leur foi reste à la maison, se modernise avec cette révision en soi-même que ne veulent pas les djihadistes. Et alors, ce qui est vrai, c'est que ceux qui ne veulent pas de cette révision, de cet aggiornamento, de cette modernisation de l'islam pour le rendre compatible avec la démocratie, ces gens-là sont très nombreux, ça je vous l'accorde. Et même peut-être plus nombreux que les autres là-bas. Donc le boulot est rude. Mais il y en a beaucoup qui se battent, donc il ne faut pas les oublier. Et d'ailleurs, dans Moi pour Kobané, je dis ce livre aussi aux musulmans et aux chrétiens qui appellent au secours l'Occident contre les djihadistes. Donc, quand on parle souvent d'amalgame, j'aime pas ce mot. Il y a une vraie séparation dans l'islam entre les modernes et les anciens, en quelque sorte. Voilà. Et il faut s'appuyer sur les modernes. Il faut s'appuyer, vous savez, sur l'arabe qui est là depuis 30-40 ans, qui a son épicerie et qui vend de l'alcool, et qui n'a pas envie que les jeunes de banlieue viennent me faire chier parce qu'ils vendent de l'alcool. Voilà. Image, Très rapidement. Proposition maintenant. Pour la proposition, très rapidement. C'est une proposition sémantique, parce que je pense que c'est les mots qui nous font penser souvent. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. Vous avez parlé des musulmans français, le chef disait je suis musulman. Comme disait Régis Debray, personne ne naît pénalité, chrétien, juif, musulman, etc. On naît pénalité chrétienne en baptême, juif dans circoncision, etc. Mais plus loin, personne n'est, N'-EST du verbe être, personne n'est chrétien, musulman, juif. À partir du moment où je dis je suis chrétien, je suis juif, l'autre est musulman, etc., et qu'on met le verbe être, qu'on substantifie un adjectif, on va s'assigner les uns les autres. Proposition sémantique, simplement de dire qu'on est de religion X, Y, Z, mais d'arrêter de dire l'autre est ça ou ça. Je pense que c'est le début de la guerre. Régis Debray a raison. Mais ce qui apporte aussi, c'est le ressenti des gens. Quand quelqu'un dit je suis musulman ou je suis chrétien, c'est ce qu'il ressent. Et là, il y a plein de substantification des choses. C'est le ressenti qui compte. Vous savez, dans un autre bouquin, je disais, j'ai passé l'essentiel de mon existence dans des sociétés autres que la mienne. Et j'ai constaté, tout à l'heure vous parliez de ce qui rassemble les hommes et ce qui les sépare, et ça m'intéresse, mais j'ai aussi constaté que, comment dire, il y avait des Français qui me ressemblaient énormément physiquement et que je ne trouvais pas du tout français. Ils ne se sentaient pas français. Ils avaient un peu appliqué tout ça. La patrie, la culture. Bon. Et je connaissais des étrangers qui étaient devenus français et qui se sentaient infiniment plus français, que je trouvais beaucoup plus français, quelle que soit la couleur de leur peau. C'est comme ça aussi, c'est comme ça. Donc, dire être, c'est aussi un ressenti et une affirmation de quelque chose. Positive ou négative, mais l'affirmation de quelque chose. Je suis corse, je suis français, je suis européen et je suis un être humain. Ça, c'est l'identité gigogne, c'est comme ça. Voilà. Et c'est un ressenti. Alors après, on peut me dire, il ne faut pas dire je suis né français. Ça ne m'intéresse pas d'être né français, je suis français. Et quand les djihadistes disent je suis djihadiste ou je suis salafiste, ils affirment la même chose à l'envers, à front renversé. Et voilà. Moi, je connais des Français, nés en France, avec 25 générations de Français qui disent « Moi, je suis français par hasard, j'aurais pu l'être ailleurs. » Voilà, quelqu'un qui ne se sent pas français. Alors, lui, il peut dire effectivement « Je suis né français. » Donc, évidemment que la sémantique a beaucoup de choses à nous dire, mais
il y a aussi des choses intérieures, psychologiques, qui sont encore plus importantes. Et moi, je me suis souvent senti beaucoup plus proche, je vais dire une chose, je me suis senti plus proche d'un ami papou de Nouvelle-Guinée que de mon banquier. Et je trouvais que dans les montagnes de Nouvelle-Guinée, dans les jungles, je partageais infiniment plus de choses avec ce papou, qui m'était, au fond, à l'origine, totalement étranger. On avait trouvé entre nous un tas de choses qui nous ressemblaient. Et quand j'étais devant mon banquier, pour une autre raison que la Nouvelle-Guinée, je pouvais discuter avec lui tant que je voulais, il m'était étranger, totalement. Il ne partageait rien de mes idées, rien de mon ressenti, rien de mes préoccupations, rien. Donc tout ça, c'est très important. Vouloir être quelque chose. Vous savez, autrefois, on n'avait aucun problème pour l'assimilation des populations étrangères. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient nous ressembler, elles nous admiraient. Être français, c'était venir en France et être français vraiment complètement. Maintenant, on leur dit en gros, nous, on est de la merde, on ne vaut plus rien, fais ce que tu veux. Ils disent, ok, je t'écoute. Et ils ne se sentent plus français. Voilà où est notre problème. Je suis d'accord avec vous sur en particulier sur les Kurdes et surtout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais faites un sondage d'opinion auprès des Européens, tout le monde s'en fout. Le problème, vous l'avez très bien soulevé et vous l'avez même dit on l'entend mieux, hein. Pas en conclusion, vous l'avez même dit. Le crédit, vous ne l'avez pas demandé à votre ami papou, vous êtes allé chez votre ami banquier. Ce qui intéresse l'Europe, ce qui intéresse la politique, c'est la géopolitique de l'énergie, du pétrole avec les pays arabes, avec l'Irak, avec la Syrie, du gaz naturel avec Vladimir Poutine. Voilà ce qui nous guide, parce que nous sommes devenus des bœufs, nous sommes devenus nous sommes capables de bouffer et de consommer, mais il n'y a plus du tout d'idéalisme. Maintenant, on se fout des Tibétains, les types qui sont un peu loin de chez nous, on s'en fout royalement, et qu'il y ait des inondations en Vendée ou qu'il y ait une crue de la Seine, quand on vit à Ajaccio, on le vit avec une certaine sérénité. Alors, ce que je disais tout à l'heure, sur le primat de l'économie, aujourd'hui sur le politique. Et vous avez raison de souligner que quand il y a du pétrole en Arabie, parce qu'on a besoin pour l'économie, ben on va laisser les Saoudiens faire à peu près ce qu'ils veulent. Ça fait 40 ans que les Saoudiens réislamisent partout où ils peuvent avec leur argent, avec notre argent. C'est un autre problème. Vous avez dit un mot intéressant que je n'ai pas voulu employer jusqu'à présent, mais c'est idéalisme. Et quand je parlais évidemment de ce qu'il faut dire aux jeunes, d'avoir des projets plus grands que soi, que la capacité à les avoir, à les mener, à payer le prix qu'ils coûtent, ça s'appelle un idéalisme. Et que dans la montée de l'insignifiance propagée par l'économie, pour faire qu'il y ait de moins en moins de citoyens, de plus en plus de consommateurs, là il y a le combat, évidemment que tout idéalisme est dangereux. Que tout idéalisme... comment? Un idéaliste qui dirait je consomme un peu moins et je me bats un peu plus, mais économiquement parlant, c'est pas payant. Donc, l'autre combat à mener, celui politique-économie, évidemment, est essentiel au combat des idées. Et je pense que, franchement, ça sera un des thèmes de la campagne électorale. Et je pense que les candidats aux élections de l'année prochaine, qui resteront sur le simple terrain, bon, il faut, pour le chômage, il faut faire ceci, pour la sécurité, cela, ils se planteront totalement. Car ils parleront finalement des petits moyens à mettre sur quelque chose qu'ils n'ont pas encore identifié. Voilà. Je vais laisser la place à d'autres questions. Oui. Excusez-moi, je pense que vous devez avoir un bon cheval. Je vous remercie d'avoir pointé un certain nombre de petits chevaux de Troie du terrorisme intellectuel. Camus disait, il faut bien nommer les choses. Alors, la perversion actuelle du langage, l'inversion avec kamikaze, commando. Donc, je suis content de ce côté-là. Je souscris à votre constat. Vous n'aimez pas trop tard, vous l'avez dit. C'était la phrase préférée de MacArthur, qu'il avait jetée au commandant de la banlieue à Saigon en 1945, en disant « Vous savez combien de soldats français pour tenir l'Indochine? Rappelez-vous que toute l'histoire des guerres perdues depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours se résume à deux mots, trop tard. »
Donc, je suis d'accord avec vous, il est bien tard. Midi moins 20, minuit moins 5, je ne sais pas exactement. Mais je suis dubitatif et inquiet. Je suis dubitatif parce que j'étais à la salle des congrès il y a quelques années, où vous aviez très bien parlé avec un petit exposé documenté. Et je me souviens, vous avez évoqué le destin de deux peuples du bout du monde, j'ai oublié leur nom, et vous avez bien remarqué que ces deux peuples qui au départ étaient démographiquement et économiquement de niveau équivalent, ont eu un destin tout à fait contraire, parce que les premiers avaient ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette volonté de vivre, y compris de mourir, et ils s'étaient armés en conséquence. Là, c'était les idées peut-être, mais les Kalachnikov aussi. Et ce peuple-là, qui était, je ne sais pas, vous avez chiffré, je ne sais pas, je veux dire 100 000 habitants, se trouvait à 1 million d'habitants quelques années après. Alors que le peuple qui était pacifique et qui était plein de bonne volonté, de tolérance, etc., lui, qui était 1 million, était passé à 100 000. Je me souviens en gros de cette idée et ce chiffrage. Alors, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de la fatigue de soi. Et moi, je crois qu'il y a autre chose qui est bien plus grave que la fatigue de soi, qui est la haine de soi. Et là, vous l'avez évoqué en disant que, justement, il y a des papous qui sont plus proches de vous, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'homme, que des gens qui sont vos compatriotes dans la rue tous les jours. Alors, il y a un proverbe arabe qui dit, quand le lion est par terre, même la vache, elle passe, elle lui donne un coup de pied. Alors vous, il y a un lion que vous avez très bien connu, qui était un vrai lion. Vous avez très bien connu le commandant Massoud. Et moi, je me souviens que la France l'a reçu, je vais être poli, de manière vraiment indigne. Et c'était ça, il y a quelques années, où la situation de la France en géopolitique, économique et le reste n'était pas celle d'aujourd'hui. Ce qui fait que je me dis finalement que tout ça, c'est tellement nébuleux dans mon esprit, parce que j'ai aussi en amont une guerre que j'ai vécue et qui a laissé des traces, puisque j'ai perdu ma soeur qui a été assassinée. Donc, je me dis que tout ça, est-ce que nous aurons, vous parliez de Bonaparte, je pense que Bonaparte, il faudrait qu'il soit vraiment bien couillu et qu'il ait un bon cheval et qu'il n'ait pas une crise d'hémorroïdes comme à Waterloo. Excellent. De tout ça, je tire surtout l'espérance. Franchement, on a eu des Bonaparte, même avec des hémorroïdes. On a eu... il y a un truc qui me fascine beaucoup, et dans mon livre pour Kobané, je le mets en exergue, c'est que, en philosophie politique, je suis un inconditionnel des stoïciens. Et que, dans l'histoire grecque, il y a un moment formidable, c'est pour ça que je mets en exergue toutes les citations de stoïciens. Je ne vais pas parler des stoïciens. Il y a une bataille fascinante qui a eu lieu il y a 2400 ans, 2500 ans, qui donne un exemple. Un jour, j'ai dit à mon ami Gérard Chalian, on était au train bleu, en attendant le train, dans des fauteuils de cuir, on s'est reté un bon whisky, et je lui ai dit, tu sais, Léonidas, les Spartiates, les 300 Spartiates de Léonidas qui stoppent toute l'armée perse pour sauver la Grèce, tu vas voir, tous les gens qui vont passer, je vais les arrêter, je vais leur demander, Léonidas, ça me dit quoi? Arrêtez le premier, Léonidas. Il m'a dit, je sais pas, bon, tu passes. Deuxième arrivée, je peux vous interroger, monsieur le second? Oui. Léonidas. Ben, il m'a dit, c'est une marque de chocolat. Et sur les dizaines qu'on a interrogées, la moitié ne savait pas, l'autre moitié parlait de chocolat. Et là, j'ai dit, et je l'ai écrit, j'en parlais avec les Kurdes, qui me disaient, putain, vous êtes foutus si un de vos grands héros est devenu une marque de chocolat. Et c'est très symbolique, non pas d'un glissement sémantique, mais d'un glissement de sens, tout simplement. Au Thermopyle, pour rappeler l'histoire, la Grèce, pas très unie à l'époque, c'est encore à l'époque des cités grecques, Philippe de Macédoine et le grand Alexandre ne sont pas encore arrivés. La Perse est un immense empire. Et les Perses décident de conquérir ces types là-bas qui font un peu de philo, ces machins, tout ça. Et Athènes appelle Sparte, l'ennemi, mais les guerriers.
Et en vitesse, le roi Léonidas prend ses 300 meilleurs Spartiates, fonce au seul endroit où on peut stopper une armée 1000 fois plus nombreuse, les Thermopyles, se défiler. Et là, comme les cœurs est cobanés, ils ne passeront pas. Et si on gagne une journée, c'est une journée pour que l'armée grecque se forme. Une deuxième journée, et ainsi de suite. Les 300 Spartiates et Léonidas ont tous été tués aux Thermopyles. Mais la Perse a été vaincue, au final. Et je rappelle qu'il faudrait devenir un peu plus spartiate, et que Léonidas avait fait planter aux Thermopyles un poteau en disant « Toi qui passes, va dire à Sparte que ces guerriers sont morts pour les lois de Sparte. » Ça, c'est des choses que n'importe quel jeune, si vous lui le dites aujourd'hui, pour n'importe quelle armée, peut galvaniser. Voilà, c'est ça qu'il faut donner comme discours aujourd'hui. Et je vous garantis que c'est pas grand-chose à décider de le donner. C'est pas aller sur la Lune. C'est encore une fois une affaire de sens, de croyance, d'idéalisme, comme disait monsieur, il a tout à fait raison, qui renverserait totalement la situation, et très vite. Les Kurdes, pour moi, sont l'exemple même qu'avec un idéalisme comme le leur, la capacité à avoir une jeunesse qu'on a mobilisée autour de ça, prête à mourir pour ça, elle vainc n'importe qui, à commencer par les djihadistes, ce qui a été le cas. Voilà un exemple formidable. Moi, finalement, au début, avec les Kurdes, 2013, 2014, tout ça, je ne le voyais pas tout à fait comme ça. Mais c'est après que je me suis dit, mais après Kobané, ils sont un exemple pour nous aujourd'hui, ces gens-là. Voilà, il suffit de prendre cet exemple, de le développer et de l'injecter. Vous regardez ce qu'ils font là-bas pour nous. Quand ils sont venus après le 13, les chefs kurdes sont venus à Paris, le 14 ou le 15 novembre, 2 ou 3 jours après les attentats du Bataclan, etc. On a fait une conférence de presse parce qu'ils avaient des choses à nous dire. La presse n'est pas venue pratiquement, quelques journalistes se sont déplacés, et le chef des Kurdes il a dit 2 choses. La première, nous avons demandé à nos combattants, pour les jours qui viennent, de combattre pour venger les Français qui ont été tués ici. Première chose. La deuxième chose, nous ne vous demandons aucun soldat. Nous vous demandons de l'aide, mais aucun soldat. Vous n'avez pas besoin de verser une goutte de votre sang pour le combat là-bas contre les djihadistes, car nous sommes vos troupes au sol. Aidez-nous militairement, des armes, l'appui aérien, et ensemble, nous les balayons. Voilà. Ce discours n'a même pas été remis. Je suis intéressé par les journalistes. Dites-nous d'autres choses, vous parlez des combats, c'est pas intéressant sur le fond. On parle du cœur du problème, de la chose centrale. L'incapacité des journalistes, de nos hommes politiques, à, dans le chaos du monde et des choses, les moyens intellectuels de remettre les choses à l'endroit pour les comprendre, extraire de ce chaos les choses essentielles pour ensuite agir. C'est incroyable comment nous avons dégringolé la pente au niveau politique. Bon, eh bien, espérons que les années qui viennent, l'année qui vienne, redonne un corps politique qui est de l'idéalisme. Bonsoir. Une question de banquier, une question essentielle. Mais vous savez, oui. Le banquier, bon, je vais le dire comme ça, vous Oui. savez, j'ai choisi le banquier parce que c'est plus symbolique. Oui. Voilà. Non, c'est juste pour vous poser cette question de banquier. Comment donc est financé ce projet dont vous parlez de centre et quel rôle allez-vous y jouer? Alors, pour le financement du projet, pour la première étape, les architectes ont travaillé bénévolement. Bon, voilà. C'est important parce que les plans d'un truc pareil, c'est dommage, j'ai pas les plans ici, mais c'est pas un cube en béton. Premier point. Deuxième point, j'ai fait appel à des personnes. Des gens qui avaient de l'argent, privés, des entreprises, des chefs d'entreprise, à qui je pouvais dire, voilà, écoute, c'est des discours que j'ai tenus, en tête à tête avec certains, voilà. Est-ce que tu penses que l'heure est grave? Est-ce que tu penses que les Kurdes doivent être aidés? Et on ne te demande pas d'aller te battre, hein, mais être aidé pour faire un centre culturel comme celui-ci. Est-ce que tu es prêt, avec ton argent, celui de ton entreprise,
On a créé un fonds de dotation défiscalisé pour ça, parce que tu es prêt à mettre de l'argent là-dedans. Alors il y en a qui ont dit, mais oui, évidemment, je dois participer. Il y a des gens qui ont des grandes fortunes, et qui me disent, ouais, je mets 50 000 euros, bon, ça ne se voit même pas sur le compte en banque. Des entreprises. Voilà comment j'ai procédé au départ. Parce que c'était plus rapide, et puis en même temps, ça mettait les gens en cohérence ou non avec leurs idées. Parce que des fois, je les rencontrais, et ils disaient, oh là là, j'ai lu ton livre sur les Kurdes, c'est formidable, il faut les aider, etc. Bon, et tu fais quoi après? Bon, je sais pas quoi faire, ok. Maintenant, je te rappelle, là, il y a un truc concret à faire. Alors, il y en a qui ont dit oui. Il y en a d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, qui disent, mais c'est trop risqué, il y a la guerre, à peine construit, ça peut être détruit. Je dis, ouais, c'est la guerre. Ça va être bien défendu, t'inquiète pas. Bon, on a mis un endroit où il fallait, il y a des unités, il n'y a pas dans les Kurdes qui vont le défendre, mais tout se passera bien. Il y a un risque, c'est vrai. Et encore une fois, je disais, mais on ne va pas mener le combat des idées quand la guerre sera perdue ou qu'elle sera déjà gagnée par miracle. Donc, il faut s'investir, il faut y aller. Dans une étape ultérieure, on fera appel aux dons publics, privés, de petites sommes. Voilà, les gens qui disent, ah, moi je mettrais bien 100 € quand même, je fais ma petite part, comme des gens donnent pour les donations humanitaires, des choses comme ça. Hein. Donc, à un moment donné, on fera ça. Mais pour l'instant, on a choisi l'autre voie parce qu'elle me paraissait plus rapide. Mais là, on est en train de créer un site internet qui va parler du projet, montrer les plans, pour faire appel aux dons privés. Voilà. Exactement comme les entreprises humanitaires, hein, c'est exactement la même chose. Parce que même quand on aura le budget complet pour le centre, après il y a le fonctionnement. Évidemment. On veut faire beaucoup d'échanges entre les intellectuels français, les intellectuels kurdes, le Régis Debray, etc. Ils sont tous d'accord, déjà, je leur ai demandé. Ils sont tous dans le comité de soutien. Régis Debray, Pascal Bruckner, Kouchner, et tout, Patrick Grinville, tous les grands écrivains. Je les ai tous appelés, j'ai dit, alors tu me rejoins dans ce projet, et tu viendras là-bas, ils sont tous fanats d'aller un jour enseigner, échanger avec les Kurdes. Et propager les idées. Voilà. Donc, on va créer ce site internet, on fera appel aux dons privés à un moment donné, parce que, je vais vous dire une chose, moi ce que je veux à un moment donné, surtout quand ça va commencer, c'est qu'un maximum de Français, à travers ce centre culturel, à travers ce combat des idées, se regalvanisent et se disent, putain, j'ai envie d'y participer, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors je ferai appel à des instituteurs pour aller là-bas, je ferai appel à des agents, mais aussi aux gens qui ne peuvent pas y aller, et qui ont envie quand même de suivre ça, et de se dire, dans cet édifice qui se construit, dans ces idées qui se reconstruisent, dans ces choses qui nous concernent directement, j'ai mis ma petite pierre. Et je suis absolument persuadé, et là tout le discours sera relayé, je suis absolument persuadé qu'il y aura des dizaines de milliers de gens qui diront « j'apporte ma pierre » et ça fonctionne aussi grâce à moi. Voilà, il n'y a pas de banquier dans le coup. Y a-t-il d'autres questions? Je dois dire quand même, mon cher Patrice, que si on t'a fait venir, c'est un petit peu aussi pour que tu me le dises, peut-être prématuré, je peux bien dire, mais moi j'aimerais bien que la presse participe un peu à ce projet. C'est un petit peu pour ça qu'on t'a fait venir, c'est de nous expliquer comment, individuellement, tu l'as expliqué, chacun pourra y participer, mais est-ce que la Corse, en tant que Corse, peut apporter quelque chose et sous quelle forme? Alors, pour la Corse, je suis très attaché évidemment à ce que la Corse et les Corses y participent, vous pensez bien. J'ai prévu à un moment donné, une fois que la première pierre sera posée, que ça commencera à construire, avoir ici le maire d'Ajaccio, la CTC, Bastia, etc. Il y a partout des budgets pour la culture. Bon. C'est dire à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des sortes de formes de jumelage qui pourraient être faites entre Ajaccio et Rojava, le Kurdistan. Et il y aura les Corses qui vont aller enseigner là-bas, échanger, etc. Et sur le budget de la culture, parce qu'on va faire de la culture. Voilà, ça j'ai bien prévu qu'il y ait une identité corse qui soit là-bas, de manière, comment dirais-je, concrète. Voilà, escalité. Voilà. J'ai envie un jour qu'à un moment donné, une équipe de François Corse, un journaliste de Corse Matin, viennent avec moi un jour, pour assister à ce qui se passe là-bas, voir ça, en rendre compte avec d'autres Corses. Quand je parle de professeurs et d'instituteurs, ouais, j'espère qu'il y aura quelques Corses volontaires. Alors, ce qu'on fera pour ça, par exemple, c'est que, évidemment, mettre des gens en permanence, c'est prendre une année, c'est un peu compliqué. Mais faire des rotations, par exemple. Le français sera enseigné, parce que ça sera une sorte aussi de lycée français. En fait, ça va être à la fois une Villa Médicis,
un lycée français, un centre culturel français, une alliance française, il y aura un peu de tout ça. Donc j'espère bien qu'on fera des rotations pour que les gens disent, voilà, moi je donne 3 mois bénévole je suis instituteur, 3 mois de bénévole de ma vie, de mes vacances, pour aller enseigner le français aux jeunes Kurdes, voilà, des choses comme ça. Parce qu'il ne faut pas que ça reste simplement un truc lointain et un peu désincarné. Il faut que ce soit incarné à fond par des gens. Voilà. Et on croit beaucoup, quand je parlais des 6 oui, il y aura des écrivains français, des peintres français qui s'installeront là-bas. Là, on a tout prévu, et réciproquement, voilà. Parce que ce combat-là, Daesh, combattu par les idées, c'est pas un truc qui va se terminer demain matin. Voilà. Ça va être un truc de longue haleine. C'est une guerre qui va durer longtemps. On est là pour longtemps. Elle va être gagnée, je vous le garantis. Mais il va falloir tenir la route un certain temps. Voilà. Donc, il faut que ce soit incarné par les hommes. Pardon, une question très simple. Qui sont ethniquement les Kurdes? On aurait pu commencer par là. Alors, vous avez numériquement, 3 grands peuples dans la région et un peuple un peu plus petit. Les 3 grands peuples sont les Arabes, les Ottomans, les Turcs, les Perses, les Iraniens, et le 4e, le plus petit, il y a quand même 40 millions d'habitants, les Kurdes. Donc les Kurdes ne sont ni Arabes, ni Turcs, ni Perses. C'est autre chose, c'est un autre peuple qui, depuis des siècles, est opprimé par les 3 autres. Et coupé en 4 dans les 4 pays. La Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ils sont obligés de vivre au milieu des Arabes, au milieu des Turcs et au milieu des Perses, des Iraniens. Voilà. Et donc c'est un peuple martyrisé depuis très longtemps. Et ils se sentent très proches des Assyriens, donc les chrétiens d'origine, de l'époque assyrienne, qui ne sont pas arabes non plus. Ils ne sont pas arabes non plus. Voilà. Donc, d'un point de vue ethnique, les Kurdes, c'est une entité totalement à part, avec sa langue, sa culture, voilà, et qui est opprimée surtout par les Arabes depuis l'aube des temps. Une langue qui se rapproche du perse? Alors, c'est une langue qui est plus proche, c'est une langue européenne, qui est plus proche de l'iranien que du turc ou de l'arabe. Voilà. Leur langue, ils ont 2 dialectes, le Kurmanji et le Sorani, voilà, si vous rentrez dans les détails. Les langues ne sont pas très compliquées. Très chantante et assez proche de l'iranien, du farsi ou du dari afghan. Voilà. Ça appartient à cette ère linguistique. Et donc radicalement différent de l'arabe, par exemple. Alors, petite anecdote pour terminer, parce qu'on parle des langues et des peuples. Le Kurdistan, donc c'est à peu près 80% de Kurdes, et 20% partagés entre les Arabes, les chrétiens, il y a un peu de Tchétchènes, de Yézidis, bon. Et quelques autres, des Arméniens, des petites minorités. Quand ils ont promulgué leur État, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont dit maintenant nous vivons libres, indépendants, ça s'appelle Rojava, 3 fois la taille du Liban, etc., etc., et qu'il y a une assemblée législative, etc., il y avait se poser une question de la langue. C'est quoi la langue nationale? Et ce qui m'a le plus frappé, la première fois que je suis arrivé dans l'équivalent de leur Assemblée nationale, il y avait des grands panneaux, enfin un truc, et je voyais bien, il y avait de l'arabe, il y avait du kurde et puis autre chose. Alors ils m'ont dit, voilà les 3 langues nationales qui ont été proclamées. La première, le kurde, la seconde, l'arabe, parce qu'il y a des arabes, et la 3e, c'est l'araméen, la langue du Christ, parce qu'il y a des chrétiens. Et quand j'ai vu la vice-présidente du gouvernement kurde, c'était une femme, elle s'appelait Elisabeth Gaouye, chrétienne. Le gouvernement Premier ministre est kurde, les 2 vice-premiers ministres sont un arabe et une kurde. Pour regarder un peu les parités, arabe. Et elle m'a dit à un moment donné, tu sais, nous sommes le seul pays au monde, aujourd'hui, qui a comme langue nationale la langue du Christ. L'araméen. C'est pas une belle anecdote, ça? Voilà. Tu as oublié de dire quelle serait ta fonction dans ce centre culturel. Ma fonction est simple, c'est de créer, de le bâtir, de le faire exister et ensuite de passer la main. Voilà. Comme j'ai fait pour Solidarité Internationale dans le domaine de l'humanitaire, on a créé ça en 1980 avec 50 000 francs de l'époque. Aujourd'hui, c'est une énorme organisation avec des milliers de gens, des budgets colossaux. Et quand j'ai vu sentir venir ça, il y a une dizaine d'années, j'ai dit maintenant, terminé, je ne suis plus président de tout ça, on passe la main et je vais aller bâtir autre chose. Voilà, donc, mon objectif, c'est que ça existe et après de passer la main. Alors, on te donne rendez-vous peut-être
Peut-être au mois d'octobre, non? Oui, je pense que avant la fin de l'année, pour savoir où c'en est. Et peut-être que là, on pourra y participer. Passer à la suite. On va bien sûr te remercier pour cette excellente soirée, parce que c'est bouleversant. Tu nous as dit des choses qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais sur nos radios et à la télévision. Et ça ouvre effectivement des perspectives nouvelles, enfin, en tous les cas en ce qui nous concerne. Alors, merci. Je vous rappelle également que Patrice a quelques livres ici que vous pouvez vous faire dédicacer si vous le souhaitez. Merci pour ton invitation. Ma quanto tempo dura l'usanza?